Bonjour, très heureux de vous retrouver ce matin pour ce webinaire qui est organisé en partenariat par Demos et Bérénice Conseil. Nous allons parler des 7 clés qui permettent d'énergiser, de réénergiser vos activités, mais aussi vos équipes, bien sûr, les deux étant absolument indissociables. L'idée, c'est que nombre d'entreprises en situation de baisse d'activité ou confrontées à des difficultés économiques réelles se cherchent des options de rebond. Donc, ce webinaire vous propose d'aborder des outils et des solutions les plus concrètes possibles, pratico-pratiques, issues du terrain. L'idée, c'est de vous aider à trouver des options pour réénergiser vos activités, engager vos équipes et remettre le développement au centre de toutes vos problématiques. Alors, 2-3 mots d'introduction, c'est la moindre des choses. Donc, nous sommes le partenaire de Demos, partenaire et ami de longue date de Demos. Nous sommes Bérénice Conseil. Nous sommes un cabinet spécialisé en stratégie, organisation et management. Donc concrètement, nous accompagnons les entreprises dans leur stratégie de développement et très souvent de redressement, c'est un peu une de nos expertises, ainsi que toutes les phases de diagnostic et de transformation, on va dire de gain d'efficience au sens très très large. Et encore une fois, tout ça avec un fond de logique de croissance, de développement et de rebond. On a une particularité, c'est que nous faisons beaucoup de recherches, de publications, de travaux de fond qui sont accessibles sur notre site web. Donc, on publie énormément parce qu'on essaye de trouver des méthodes un peu innovantes. L'idée pour nous, c'est d'être au service de la dynamique, de la croissance des entreprises et de leurs équipes. Et puis, 2-3 mots sur votre orateur aujourd'hui. Je suis le fondateur du cabinet, Bérénice Conseil. Nous sommes maintenant donc une petite dizaine de consultants. Personnellement, je suis passionné depuis tout petit de stratégie opérationnelle, ça veut dire de la vraie vie, qu'on met en œuvre, pas des grands concepts, vraiment de la vraie vie. J'ai fait 2 masters sur le sujet, j'ai écrit une thèse, ça me passionne énormément. Et donc, depuis une vingtaine d'années, j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup de directions, beaucoup de dirigeants d'entreprises dans leur stratégie de développement et de redressement d'activité. Et puis, j'ai un credo et en même temps une expérience, c'est l'idée que très souvent, les entreprises qui ne vont pas bien imaginent des options un peu dures, comme commencer à se séparer d'équipes, se séparer d'actifs, se séparer évidemment d'implantations. Mais mon intime conviction, et encore une fois mon expérience, c'est qu'elles n'ont pas forcément abordé toutes les options cachées qui s'offraient à elles pour croître et donc s'en sortir par le haut. Voilà, ça c'est plutôt l'expérience du terrain. Donc aujourd'hui, on va parler de méthodes de retour d'expérience extrêmement concrets sur les options pour dynamiser les activités et les entreprises. L'idée aussi aujourd'hui, c'est d'essayer de sortir des grandes généralités. Alors, j'ai fait un peu de recherche en préparant ce webinaire hein, et je me suis rendu compte que quand on tape croissance, recherche, redynamisation sur Internet, on trouve énormément de choses très, très, très générales. Créer plus de clients fidèles, stimuler vos équipes, créer un plan adapté. Mais tout ça, c'est vrai, mais encore une fois, c'est trop conceptuel. En fait, chaque entreprise est unique. Donc, on a besoin effectivement de comprendre ce qui se passe sur le terrain pour identifier les écueils des situations qui peuvent se répéter. Et évidemment, il y a des leviers qu'on voit, nous, dans la vraie vie, qui fonctionnent très, très bien. Donc aujourd'hui, ce webinaire est 100% basé sur nos expériences, ce qu'on est amené à faire sur le terrain pour aider, accompagner des entreprises en situation de rebond, on va dire en situation d'accélération ou de redressement. Alors, petite précision d'usage, au risque d'enfoncer une porte ouverte, ce ne sera évidemment pas exhaustif. On est en ce moment en train d'écrire un livre sur le sujet qui va être 10 fois plus dense, mais là on a vraiment essayé d'identifier ce qui pouvait être le plus utile, le plus concret pour vous aujourd'hui, toutes les clés qu'on pouvait vous donner. Pendant ce webinaire qui va durer à peu près 45 minutes, vous aurez la possibilité de poser des questions dans le chat, questions qu'on traitera évidemment à la fin de ce webinaire. Voilà, l'idée c'est vraiment d'aller vers des solutions les plus concrètes, pratico-pratiques, et qui offrent, c'est important de le dire, et qui offrent des résultats rapides.
Donc, l'agenda des minutes que nous allons passer ensemble d'ici midi. Donc, vous retrouvez les 7 clés pour redynamiser, réénergiser vos activités et vos équipes, du diagnostic jusqu'à l'engagement des équipes. Donc, je sais qu'on a aujourd'hui, dans toutes les personnes inscrites, on a des managers, on a des opérationnels, on a des dirigeants, on a aussi des RH. Donc voilà, on va finalement traiter un peu tous ces aspects-là, très opérationnel, très stratégique et aussi très humain pour embarquer les équipes dans des projets. On commence tout de suite par la base, le b.a.-ba, qui est de savoir faire un diagnostic de la situation. C'est une première étape qui est absolument incontournable et qu'on oublie très souvent parce qu'au sein des entreprises, les équipes, le management, la direction sont évidemment 300% le nez dans le guidon. C'est normal, surtout si l'entreprise est dans une phase un peu compliquée, un peu difficile. Pourtant, il n'y a pas de changement, de rebond possible sans une vraie lecture objective de la situation, des difficultés rencontrées par l'entreprise et de leurs causes. Donc, se confronter à la réalité est absolument impératif. Ce qui est important de noter, c'est qu'on trouve généralement 3 types de causes. Des causes qui sont de nature plutôt conjoncturelle, donc l'entreprise va mal parce qu'effectivement il y a des soucis sur le secteur, il y a des soucis sur le marché, il y a une pandémie, il y a effectivement des phénomènes exogènes à l'entreprise. Mais l'entreprise, souvent, va mal aussi pour des questions qui sont purement structurelles, liées à son mode de fonctionnement, aux ressources qu'elle se donne, à ses process, à son organisation, aux moyens qu'elle met en œuvre. Et il y a aussi très souvent, et on va en parler tout à l'heure, des causes culturelles aux difficultés des entreprises. Donc, l'idée, c'est qu'il faut être capable de réaliser un diagnostic le plus objectif possible de la situation, parce que c'est à partir de ce diagnostic qu'on est capable d'élaborer un plan d'action, un plan d'évolution qui soit 300% adapté aux besoins réels de l'entreprise et séquencé dans le temps. Donc, la vraie difficulté, c'est que, en regard de votre réalité, il y a 2 options qui s'offrent à vous. Parce que l'immense difficulté, c'est d'arriver à prendre du recul. Donc, la première option, c'est de réaliser vous-même ce diagnostic au sein de l'entreprise. Souvent, c'est un membre de la direction qui s'y colle, si je puis dire, et ça a beaucoup de vertus de le faire en interne. Ça permet de se connecter, de se reconnecter avec les équipes. Ça permet véritablement d'aller, de plonger sur le terrain. Et puis, on va souvent à la découverte d'informations que l'on pensait absolument certaines et que l'on va voir sous un autre angle. Par contre, ça a un gros inconvénient de le faire soi-même, c'est que le temps qu'on va y consacrer, forcément, c'est très important. Le prisme, il est déformé par votre histoire, le prisme, il est déformé par tous vos points de repère, par le fait que vous-même, vous êtes dans la maison, et donc il y aura évidemment même des parties qui vous seront cachées. L'autre approche, c'est de faire évidemment appel à un cabinet comme nous ou à un autre cabinet d'experts en diagnostic et en stratégie qui effectivement apporte un regard neutre et objectif, un regard plus exhaustif, plus complet, puisqu'on voit généralement tout, et puis c'est notre métier, donc on a plutôt cette culture, ce prisme, et puis c'est généralement plus rapide, parce qu'on va directement savoir quoi regarder, où cibler, même si, évidemment, ça a un coût. Donc, ce qu'on va gagner en efficacité, évidemment, on peut le perdre en coût. La bonne nouvelle, c'est que quand on fait un diagnostic, au-delà du fait qu'on a une lecture la plus objective et complète de la situation et de l'entreprise, on trouve pas seulement des causes qui expliquent pourquoi ça va pas bien, on trouve aussi des atouts cachés. On a des bonnes surprises. Et quand on fait un diagnostic, nous, on le voit tout le temps, on le voit tous les jours, parce que les diagnostics, on en fait en permanence chez nos clients. On va à la fois trouver effectivement ce qui ne va pas, mais en soulevant des pierres, on va trouver aussi des pépites cachées, des pépites souvent inconnues sur lesquelles on va pouvoir capitaliser pour relancer l'entreprise et rebooster les équipes. Alors, comment on s'y prend, nous,
pour faire un diagnostic. Vous avez ici la méthode. Globalement, ça se passe beaucoup sur des interviews de la direction, d'équipes choisies. On va également participer à des meetings, on va faire des observations in situ, on va faire de l'analyse documentaire. Il y a un ensemble de critères, on a une checklist en fait, qui nous permet effectivement d'avoir une lecture la plus objective et la plus large possible de la situation. Alors, sur le diagnostic, on pourrait en parler pendant des heures, parce que je pense que rien que sur le sujet, on a peut-être 50 pages dans notre prochain bouquin. Bon, là, l'idée, c'est de partager avec vous vraiment l'essentiel, et puis les différentes options, le faire en interne, ce qui a des vertus, ou le confier à des gens spécialisés, ce qui a aussi des avantages. Voilà. Voilà pour le diagnostic, mais encore une fois, c'est le point de départ que beaucoup d'entreprises, beaucoup de dirigeants oublient de faire. On va ensuite passer à un deuxième item qui est tout aussi important et qui quelque part découle aussi de ce diagnostic, c'est la question du positionnement. Il faut questionner, il faut interroger, il faut challenger le positionnement de l'entreprise de façon à être absolument certain que le positionnement de l'entreprise est clair par rapport à ses activités et par rapport à son marché. Ça veut dire quoi? Nous, en fait, on le voit sur le terrain de façon quasi systématique. Je vous l'ai dit en introduction, nous intervenons auprès d'entreprises qui ont besoin de dynamiser leur croissance, voire carrément de se redresser par le haut, par la dynamique. Et très souvent, dans presque, voilà, on va dire 95% des cas, dans les entreprises un peu moribondes ou qui se cherchent, à force d'habitude, les équipes sont centrées sur uniquement la vente de leurs produits, de leurs prestations. Or, ça ne fonctionne pas durablement parce que ça conduit à une forme d'enfermement. Beaucoup d'entreprises que nous aidons tournaient jusqu'à notre intervention en mode circuit fermé. Ce qui veut dire qu'une approche stratégique qui est centrée sur le client et non sur le produit est impérative. Donc, concrètement, de quoi je parle et comment s'y prendre? En fait, pour nous, la base, c'est de partir de ce qu'on appelle, alors ce sont des grands mots, c'est du marketing stratégique. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder ce qui se passe dehors. L'immense majorité des entreprises que nous rencontrons et que nous aidons sont centrées sur elles-mêmes. Elles partent de leur propre point de repère. Elles ne regardent pas suffisamment ce qui se passe sur le marché. Ça veut dire, globalement, il se passe quoi chez les clients réellement? C'est quoi les grandes tendances? Que font les concurrents? Que nous disent les prestataires? Et puis les nouveaux entrants, ils font quoi dans le détail? Et les branches professionnelles, le législateur, les études, tout ce qui peut nous nourrir. Un de nos grands conseils généralement, c'est de commencer par ouvrir la fenêtre et aider à nos clients à regarder ce qui se passe dehors. C'est ça qui permet de déterminer les marchés sur lesquels on va aller jouer et donc le positionnement qui en découle. Ça permet éventuellement de faire évoluer ce positionnement ou ça permet simplement de confirmer que le positionnement qui existait était bon. Mais on repart toujours de là. Pardon si j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est fondamental et encore une fois, dans 95% des entreprises accompagnées, ça n'est pas fait. C'est ça qui ensuite permet de dessiner les produits qu'on va vouloir adresser à ce marché. Donc, d'aller vers une logique d'offre agile, ça c'est un grand sujet, c'est un grand chapitre à lui seul, mais l'idée c'est de dire, on regarde du marché sur lequel je veux aller jouer, voilà les produits dont j'ai besoin. C'est quoi l'intérêt de faire ça? C'est que très souvent on se rend compte qu'en fait, on n'a pas exactement les bons produits, qu'on a des trous dans la raquette, qu'on a des produits qui ne se vendent pas et on comprend pourquoi ils ne se vendent pas, parce qu'ils ne correspondent pas à la cible, et qui sont plus dans la tendance. Et puis, on voit aussi les manques. Donc, voilà en quoi c'est intéressant. Ensuite, ça permet de travailler son modèle commercial et de dire, mais finalement, voilà ce qui nous manque aujourd'hui pour adresser le marché et le terrain de jeu sur lequel on veut être. Voilà ce qui nous manque en digital, en nombre de commerciaux, en organisation commerciale, en modèle de partenaire. C'est là qu'on va vers le développement. Et enfin, évidemment, c'est ce qui va structurer derrière tout le modèle de delivery, le modèle des opérations. Donc voilà en gros comment ça fonctionne. On part d'abord du marché sur lequel on veut jouer, ce qui suppose encore une fois de mettre le nez à la fenêtre et d'accepter de se challenger. Voilà. Et quelque part ensuite, ça va structurer toutes les ramifications, tout le fonctionnement de l'entreprise. Donc j'essaye de ne pas y passer trop de temps aujourd'hui, mais rien que sur ce sujet-là aussi, on pourrait à mon avis passer quelques heures. Une fois qu'on a fait ça,
qu'on a une vision à peu près claire, à peu près objective de l'entreprise grâce à un bon diagnostic, qu'on y voit à peu près clair sur le positionnement, ou qu'on est simplement conforté dans le positionnement qu'on avait choisi, et tout ce que ça entraîne derrière de produits et de commerce, il y a un point essentiel, pardon de le dire, c'est de booster le business. Et ça aussi, je vous avais promis aujourd'hui, on vous fait du retour d'expérience du terrain. La base, c'est de se pencher sur l'ensemble du commerce et toutes les actions. Ce que nous faisons généralement, quand nous accompagnons nos clients, c'est que nous les aidons à revenir aux fondamentaux. Alors vous allez me dire, mais en fait, on sait déjà le faire, tout ça. On sait vendre, on connaît le travail. Eh bien oui, mais pas toujours. Et l'expérience montre que dans l'essentiel des entreprises où nous intervenons, il est généralement nécessaire de revenir aux fondamentaux du commerce. Pour moi, pour nous, dans notre expérience, il y a 4 fondamentaux. Le premier, qui est vraiment essentiel, c'est d'occuper le terrain. Beaucoup d'entreprises que nous accompagnons, en fait, on s'en rend compte, pensent consacrer beaucoup de temps au commerce, mais ne sont pas suffisamment sur le terrain, ne sont pas suffisamment en rendez-vous. Le taux d'activité commerciale, c'est la base, c'est fondamental. Par ailleurs, souvent les commerciaux poussent leurs produits, poussent leur catalogue, mais ne savent pas suffisamment faire d'entretien découverte. Donc ça se forme. Demos le fait remarquablement. Il y a plein de solutions pour accompagner les équipes et les aider à faire de vrais entretiens découvertes et à gagner en compétences. Mais encore une fois, la base de tout ça, ce qui permet de rayonner au sein du client, de comprendre l'ensemble des besoins, de cartographier l'organisation du client, les décideurs, les prescripteurs, les enjeux, etc., c'est d'occuper le terrain. Je sais, il y a eu le coronavirus, mais il y a plein de façons d'occuper le terrain. Bien sûr, il y a trouver tous les moyens et les prétextes possibles pour rencontrer ses interlocuteurs chez le client, et puis il y a aussi des visios, des coups de téléphone, etc. C'est entretenir la relation en permanence. Ce qui permet du coup d'accroître l'intimité client. Il n'y a pas de bon travail commercial sans bonne intimité client. L'intimité, c'est la proximité du client, ce qui permet de rayonner en interne parce qu'on va capter toutes les informations et qu'on va pouvoir se positionner en avance de phase sur les projets. Pourquoi? Parce qu'on est sur une logique qu'on appelle de la vente solution, qui permet en amont de capter tous les besoins futurs de clients, là où il veut aller. Et ça, on ne peut le capter que dans une approche d'intimité client, mais également de savoir là où ils ont mal, là où il y a des épines dans le pied, qu'on va pouvoir les aider à retirer. Donc, c'est vraiment fondamental d'occuper le terrain dans une logique d'intimité client pour essayer de comprendre et d'être dans tous les petits papiers qui permettent de savoir où l'entreprise va et donc de se positionner pour l'accompagner. Ensuite, ce qu'on voit très souvent dans les entreprises que nous aidons, c'est que le portefeuille n'est pas bien équilibré. Et dans l'immense majorité des cas, le portefeuille est trop orienté grandes entreprises, parce qu'il y a eu énormément de stratégies commerciales depuis une vingtaine d'années qui ont été orientées sur le développement des très grands comptes. C'est très bien en soi, mais du coup, beaucoup d'entreprises n'ont pas suffisamment développé ce qu'on appelle le mid-market, le middle, c'est-à-dire les belles PME, et les belles ETI, là où il y a le plus de potentiel et là où globalement il y a le plus de marge. Donc certes, il y a beaucoup de volume auprès des grands comptes, mais il y a en tout cas beaucoup de potentiel auprès des PME. Donc l'équilibre du portefeuille est fondamental. Enfin, dernière chose, et je vous promets que je vais vite aujourd'hui, c'est très synthétique tout ça, mais vraiment je vous livre du retour d'expérience, c'est d'apporter de la méthode dans les actions des commerciaux. Moi, je vois beaucoup de clients où il y a énormément d'énergie qui est dépensée, mais pour des résultats qui ne sont pas très bons. Pourquoi? Parce que la façon dont procèdent les commerciaux n'est pas suffisamment méthodique. Il y a besoin de segmenter le portefeuille, il y a besoin de créer des plans de compte, il y a besoin de préciser les rôles, il y a besoin comment dirais-je, de nettoyer dans tout ce que font les commerciaux, ce qui n'est pas du commercial. Et partout on le voit, dans beaucoup d'entreprises qui vont pas très bien, les équipes commerciales sont extrêmement polluées par des tâches non commerciales. Donc voilà, ça sont vraiment 4 clés qui permettent de revenir aux fondamentaux du commerce et qui permettent d'accélérer. On a parlé il y a une seconde de ranger le portefeuille. On a parlé effectivement d'y voir plus clair en termes de segmentation. Donc,
Faisons une rapide parenthèse sur ce besoin qui est absolument impérieux dans beaucoup d'entreprises. L'immense majorité des entreprises qui ne vont pas bien n'ont pas procédé à une segmentation de leur portefeuille clients et prospects connus. Comment fait-on une segmentation et à quoi ça sert? La segmentation, elle permet de structurer l'ensemble des actions commerciales et donc tous les plans commerciaux, les tactiques de développement qui en découlent. Quelque part, définir une segmentation, ça permet ensuite de se fixer des priorités et de bien utiliser le peu de temps et l'énergie qu'on a dans la bonne direction. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, effectivement, consacrent du temps à leurs clients, mais pas forcément aux bons clients. Ce que je veux dire par là, c'est que les bons clients ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Et la segmentation permet d'avoir une lecture objective et d'avoir une carte du monde qui permet de comprendre quels sont les clients qui ont le plus de potentiel et donc ceux qu'il faut absolument aller voir. Ensuite, la segmentation, elle permet de partager en interne. Elle permet de déterminer l'ensemble des actions spécifiques qui vont être mises en œuvre avec, le marketing, avec les équipes de production, avec la direction. Elle permet effectivement de structurer et en interne d'avoir une lecture claire, partagée, extrêmement complète de ce qu'est le portefeuille client. Enfin, la segmentation, elle permet non pas de compliquer les choses, bien au contraire, elle permet de simplifier. Parce qu'une segmentation de portefeuille client, elle est super concrète, super opérationnelle, elle est basée sur des critères qui sont accessibles et donc elle doit être facile à mettre en œuvre, à piloter, à suivre. Donc la segmentation permet de fortement gagner en efficacité. Alors vous allez me dire concrètement, c'est bien, mais comment on fait? Comment on fait simple? C'est quoi le mode opératoire? Je vous livre ici un peu de méthodo parce que vraiment en 2 minutes, hein, et là encore une fois, on pourrait y passer à mon avis des journées. Hein, je pense que c'est vraiment une formation à part entière, mais ça accompagne, ça aide tellement d'entreprises cette approche que du coup, j'ai choisi de partager avec vous 2, 3 leviers qui permettent effectivement de segmenter de façon très opérationnelle et très pratico-pratique. Je vous parle de méthodes qu'on met en place chez les clients et qui les aident de façon absolument immédiate dès que c'est mis en place. C'est absolument bluffant. Donc, il y a globalement, dans les grands cours de marketing, il y a 3 grandes méthodes de segmentation. Celle que je propose ici est un peu adaptée parce qu'elle est plus simple. D'abord, ici, ce n'est pas un cours, hein, c'est un partage. Et puis surtout, c'est une segmentation, c'est un mode qui fonctionne. L'idée est très, très simple. C'est de déterminer des seuils de chiffre d'affaires, des seuils de rentabilité pour les clients et d'intégrer aussi dans cette lecture les prospects déjà connus. C'est quoi l'intérêt? C'est que du coup, ça permet immédiatement de voir quels sont les clients qui ont un fort niveau de rentabilité, quels sont les clients qui ont un fort niveau d'activité, de volume. Et là, tout de suite, on commence à deviner que les meilleurs clients ne sont pas forcément ceux avec lesquels on fait le plus de chiffres, mais ce sont aussi les clients qui peuvent être les plus rentables. Et ce qui permet derrière d'identifier des critères qui vont structurer l'action commerciale. Concrètement, ça donne quoi? Ça donne qu'ensuite, ça permet d'identifier ce que sont les clients Gold, Silver et Bronze. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on a défini des tranches, des seuils de chiffre d'affaires, des seuils de rentabilité, donc on va remplacer ABC et 1, 2, 3 par des seuils propres à votre activité. Une fois que ça c'est fait, finalement, vous gagnez un temps phénoménal ensuite parce que vous savez quels sont vos clients qui contribuent le plus à votre richesse. Vous savez quels sont les clients qui ont du potentiel de développement. Et puis, vous savez quels sont les clients sur lesquels, finalement, vous n'allez faire que de la gestion économique. Ça veut dire que vous allez leur consacrer moins de temps, moins d'énergie. C'est quoi l'intérêt de cette carte du monde? L'intérêt de cette carte du monde, c'est de structurer et de professionnaliser, de guider l'ensemble de l'action commerciale. L'idée de ça, c'est de ne pas s'éparpiller. L'idée de ça, c'est qu'ensuite, ça va conduire les plans d'action commerciaux, les plans de compte, et donc ça va permettre d'aller directement dans la bonne direction et de savoir pourquoi tel client, telle entreprise, on va aller les voir
3 fois dans le mois et tel autre, on va aller les voir 3 fois dans l'année. Ça permet effectivement de se fixer des objectifs concrètement en termes d'action commerciale et donc derrière d'aller voir le marketing, d'aller voir la production, de mettre des actions, des services. On peut imaginer que pour les clients Gold ou les clients Star par exemple, vous avez un accompagnement dédié, vous avez une ligne dédiée, vous avez des invitations spéciales. Donc ça va être extrêmement structurant pour l'ensemble des actions commerciales qui suivent. Donc là aussi, je passe rapidement en revue, j'essaie de vous partager des retours du terrain, des solutions qui marchent. Rassurez-vous, vous avez la possibilité d'une part de revoir ce webinaire et effectivement de passer plus de temps et de faire des copies écran et des arrêts écran sur tout ça. Et puis je vous ai laissé mes coordonnées à la fin, donc vous avez aussi la possibilité de me réinterroger et de me reposer des questions sur ces sujets. Une fois que la segmentation est faite, et là je vous ai proposé une méthode, il y en a d'autres, mais en tout cas, ça c'est la méthode qui, en tout cas, selon moi, fonctionne le mieux, qui intègre les clients, et on l'a vu rapidement, qui intègre aussi les prospects potentiels. Une fois que cette segmentation est faite, ça permet de structurer et de planifier l'action du commercial. N'oubliez pas, l'objet de ce webinaire, c'est de réénergiser les équipes et les business. Donc on est toujours dans le même sujet. Et en l'occurrence, une fois qu'on y voit clair sur la segmentation, les clients potentiels, ceux qu'on va simplement gérer, ceux sur lesquels on va beaucoup miser, beaucoup de temps, d'énergie, du coup, après, ça nous permet de faire des plans d'action commerciaux, des plans de compte qui sont extrêmement carrés et extrêmement structurés. Le plan de compte, c'est un complément essentiel de la segmentation. Ça permet de définir une stratégie et des objectifs de développement compte par compte. Donc, c'est un levier de croissance puissant dont on constate, nous, chaque jour, les effets, mais immédiats chez nos clients. Et c'est d'autant plus vrai que ce type d'outil, le plan de compte, est quasi universel. Il s'applique et s'adapte à toutes les tailles de compte, de la belle PME au grand compte. Donc, en résumé, le plan de compte permet de structurer et de planifier l'action pour éviter de partir dans tous les sens, pour focaliser le temps et l'énergie des forces commerciales dans la bonne direction, et justement là où le potentiel de développement est le plus important, potentiel de développement que la segmentation vous a permis de voir. Donc, très important, un plan de compte n'est surtout pas un travail conceptuel, mais un travail intellectuel. Les plans de compte qui font 30 pages, c'est bien, c'est beau, c'est complet, mais ça n'est pas duplicable, c'est compliqué à suivre dans le temps. Un plan de compte, c'est très simple, c'est pratico-pratique, et c'est un outil qui est au service du business. Donc concrètement, ça va permettre de faire quoi? Dans un plan de compte, on va planifier l'ensemble des actions avec un client donné dans les 12 mois qui viennent. Et donc, on va se projeter sur l'année, mais aussi sur chaque mois. Ça va permettre d'y voir clair sur le nombre d'actions spécifiques qu'on va monter, marketing, événements, services VIP, des rendez-vous avec la direction, des rendez-vous avec les experts, peu importe. Ça va permettre de structurer, de planifier l'ensemble des actions qu'on va faire avec un client sur l'année. Et ça, croyez-moi, ça change la vie. Ensuite, je le disais, ça permet de planifier les choses. Ça aide aussi beaucoup à favoriser la découverte et l'intimité client. Pourquoi? Parce que quand on élabore son plan de compte, ça permet de savoir ce qu'on doit aller chercher comme information. Ça permet de savoir là où on veut emmener le client. Ça permet aussi de savoir quelles sont les informations qui nous manquent pour développer le client. Et puis, un plan de compte, c'est très vertueux en ce sens, où ça permet de partager la démarche en interne dans l'entreprise, avec les autres équipes, avec la direction, avec le management, avec le marketing, la prod, qui vous voulez. Ça permet d'impliquer en interne et de dire, bah voilà, avec tel client, voilà ce qu'on compte faire dans l'année qui vient. Et donc, voilà en quoi ça te concerne toi et voilà comment tu vas pouvoir nous aider. Et puis, un autre atout dont on ne parle jamais, c'est que dans la vraie vie, les équipes ou les salariés viennent, partent, sont réaffectés, etc. C'est normal. Et donc, l'intérêt d'avoir un plan de compte, c'est que du coup, ça facilite la passation au sein d'une équipe. Quand vous avez un commercial qui récupère un plan de compte, bah, évidemment, il va gagner 4 mois, 6 mois dans la compréhension du client et la mise en œuvre des actions qui en découlent. Donc voilà, c'est extrêmement utile. Et puis,
une des dernières vertus du plan de compte, et pas des moindres, c'est que ça facilite, ça garantit le pilotage, le suivi des actions et des indicateurs. C'est extrêmement vertueux parce que du coup, de toutes les actions, finalement, on a un calendrier, on a des objectifs et donc ça permet d'y voir clair sur ce qu'on veut faire. Et donc, ça facilite le travail de reporting et le travail du management de l'entreprise. Donc voilà dans les grandes lignes pour un plan de compte. Encore une fois, on est ici sur ce que sont vraiment, pour moi, les solutions qui marchent le mieux sur le terrain. Là, on est dans la partie commerce, mais on est vraiment sur ce qui fonctionne le plus efficacement et le plus vite chez les clients qui ont un besoin de rebond. Continuons sur un autre sujet. Il y a d'autres leviers de croissance. On a parlé effectivement du diagnostic, du positionnement, des fondamentaux du commerce. Hein, donc, c'est occuper le terrain, faire de l'entretien découverte, de la vente de solutions, segmenter le portefeuille, faire des plans de compte. Tout ça, c'est très important. Je suis passé très vite, mais on est vraiment sur le socle fondamental qui permet aux entreprises de se développer et de se réénergiser. Il y a d'autres leviers, on va dire, cachés, ou en tout cas moins connus. Il y en a à peu près une dizaine, une douzaine qu'on a identifiés et sur lesquels on accompagne nos clients. Je vous en livre seulement deux aujourd'hui, par manque de temps et pas par manque d'envie, mais voici deux leviers. Le premier levier, ce sont les stratégies d'alliance. Vous avez globalement 4 types d'alliances qui fonctionnent bien et qui vous permet de tout de suite avoir des leviers de business additionnels ou en tout cas d'optimisation supplémentaire, de gain d'efficience. Le premier levier, c'est la distribution. En ayant des partenaires, des prescripteurs, des revendeurs, des gens qui vont intégrer vos produits à leur offre et quelque part donc vous apporter du business additionnel qui vont remplir votre portefeuille de commandes et qui du coup vont vous apporter du business supplémentaire grâce à leurs propres actions commerciales. Évidemment, vous allez les rétribuer pour ça. Il y a des modèles qui existent. C'est assez simple. Vous pouvez me contacter pour en parler. Mais le modèle d'avoir des partenaires qui distribuent vos produits, vos solutions, vos prestations, ça marche très vite et c'est vraiment très efficace. Un autre levier, tout à l'heure, on parlait du positionnement. On disait que le positionnement peut permettre d'identifier des trous dans la raquette, des manques. Eh bien, vous allez soit créer ces produits vous-même, mais vous pouvez aussi aller les chercher auprès de partenaires qui, à l'inverse, dont vous allez pouvoir distribuer les produits, que vous allez pouvoir revendre. Et ça permet souvent également d'aller très très vite, soit pour intégrer des solutions techniques que vous n'avez pas, soit pour intégrer du portefeuille produit que vous n'avez pas, qui n'est pas accessible à court terme. Et ça permet aussi d'identifier ce que j'appelle des chevaux de Troie, c'est-à-dire des produits, des offres qui sont effectivement plutôt symboliques, mais qui vous permettent d'ouvrir des portes, d'accéder à tel ou tel type de client, tel ou tel type de projet, tel ou tel type d'appel d'offres. Les alliances permettent également de partager des événements, comme ce webinaire ce matin, qui est un événement organisé en commun entre Demos et Bérénice Conseil. C'est vraiment cette idée-là. Les partenariats, les alliances vous permettent de coécrire un article, un livre blanc, de faire un salon ensemble, de faire un petit déjeuner avec vos clients communs. Et ça, globalement, vous mutualisez les portefeuilles de clients, vous mutualisez les coûts, et puis quelque part, ça crée plus d'énergie, ça crée plus d'envie. Donc, c'est une bonne solution pour partager. Et puis, dernière chose qui permet de, non pas forcément gagner des clients nouveaux, mais qui permet de réduire les coûts et donc de réduire les risques, c'est la mutualisation. La mutualisation de vos moyens de production, de vos moyens de transport. Et là aussi, on voit dans beaucoup d'entreprises, dans tous les secteurs, qu'il y a des leviers absolument énormes, où finalement, plutôt que de voyager avec un camion à moitié vide, c'est caricatural, mais on l'a vu encore la semaine dernière chez un client, évidemment, on va plutôt essayer de dealer avec le boulanger du coin, qui lui a aussi un camion à moitié vide, et on va faire un seul camion qui va être plein. C'est très simple, ça s'applique dans beaucoup de domaines, et nous, on le voit sur le terrain chez les clients, c'est extrêmement rare. Beaucoup d'entreprises, je l'ai dit tout à l'heure en parlant du positionnement, beaucoup d'entreprises fonctionnent toutes seules en extrême autonomie. Donc là, il y a un gain d'agilité très important. L'autre levier, c'est les stratégies de diversification. Donc, pour vous développer, vous pouvez partir de vos produits actuels et des produits nouveaux, sur des marchés actuels et des marchés nouveaux, concrètement. Tout ça, vous connaissez. Si vous allez vendre vos produits
actuel sur vos marchés actuels, c'est de l'expansion. Ça marche, vous avez besoin pour ça d'un modèle commercial très offensif. On en a parlé tout à l'heure. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle de la diversification produit. C'est un grand mot pour simplement dire que vous allez vendre des produits nouveaux à vos clients actuels. Grand classique. Vous pouvez également faire de la diversification marché. Donc là, c'est l'inverse, c'est que vous allez prendre vos produits actuels et vous allez adresser des marchés différents. Super, ça marche très bien par la distribution, justement. Mais ce qui marche le mieux, c'est ce qu'on appelle, et là aussi c'est un grand mot, la diversification totale. La diversification totale, en fait, l'idée derrière ce grand concept, c'est de passer au tamis les actifs cachés, les savoir-faire que vous avez dans l'entreprise et avec lesquels vous pourriez faire des business additionnels. Alors, soit vers vos clients, diversification produit, soit carrément vers d'autres types de clients. Je vous prends un exemple d'une entreprise que nous accompagnons en ce moment. Ils ont créé beaucoup de tutos, de formations, d'accompagnement pour tout leur écosystème, mais ils n'avaient jamais pensé à en faire un business. Et en fait, on est en train avec eux de construire toute une offre de solutions de formation digitale très, très, très spécialisées sur leur métier, avec lesquelles ils vont pouvoir aller adresser d'autres types de clients, d'autres types de marchés, en partant simplement d'un actif qu'ils avaient déjà. Je vous donne un autre exemple d'un autre client que nous avons accompagné, où effectivement, ils ont des boutiques, et dans ces boutiques, ils ont pu intégrer d'autres types de prestations, d'autres types de services à des heures différentes, et à destination d'autres populations. Voilà, c'est très simple. L'idée, et il y a des méthodes pour ça qui fonctionnent remarquablement, c'est de partir des actifs que vous avez, des savoir-faire que vous avez déjà, plus ou moins cachés, et sur lesquels vous pourriez capitaliser pour aller adresser d'autres types de business. Je vous ai dit, il y a une dizaine, douzaine de business cachés comme ça, et qui sont des solutions qui fonctionnent très bien et généralement assez vite. Alors, on a parlé de business, de positionnement, de fondamentaux commerciaux, c'est très bien. Et même si on l'a fait assez vite, on a parlé de pas mal de choses. Mais ça n'est pas suffisant. Beaucoup d'entreprises ont de vraies carences de fonctionnement, ont de vrais soucis qui sont liés à leur propre mode de fonctionnement. Je vous ai parlé tout à l'heure de causes structurelles et culturelles. On est en plein dans le sujet maintenant, dans ce qui freine le développement de l'entreprise, dans ce qui fait que l'entreprise est très ralentie et très polluée dans son mode de fonctionnement. D'abord, chez nos clients, ce que nous essayons de faire, c'est de les aider à remettre le business au cœur de tout. Beaucoup d'entreprises qui vont pas bien se sont un peu éloignées du business, se sont un peu éloignées des priorités et sont très centrées sur des choses, des chantiers, des projets, des sujets qui ne sont pas directement connectés avec la vraie vie et avec le business. Donc, on a identifié 4 leviers qui fonctionnent vraiment très bien. Le premier, dans ce que nous conseillons à nos clients, c'est de remettre le management en exemplarité. On voit des clients chez qui les managers, les dirigeants vont jamais sur le terrain, vont jamais voir un client, vont jamais participer à un événement, vont jamais rencontrer un confrère, un partenaire, un concurrent. Jamais. Ne sont pas impliqués dans les actions marketing. Donc évidemment, on leur conseille de commencer par réinventer ça, on les aide à faire ça. Et au-delà, on les aide à être sponsors d'autres clients ou de projets stratégiques. Donc ça veut dire faire des rendez-vous, être exemplaire, mais ça veut dire aider les équipes en étant le sponsor en tant que membre du COMEX, membre du comité de direction de tel ou tel projet ou de tel ou tel client. L'autre aspect, ça va être, et là on aide des clients à le faire de façon volontairement caricaturale et dire mais finalement l'entreprise s'est beaucoup perdue, elle a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie depuis un certain temps, elle s'est un peu éparpillée, on va le dire comme ça pour être élégant. On va se remettre uniquement sur le client de façon extrême et caricaturale pour dire mais non, dorénavant, 95% de l'attention est portée sur ce qui est en lien avec le business, ce qui est en lien avec les clients. Pourquoi? Parce qu'on doit se réénergiser, se redévelopper, se redéployer. Et donc, l'ensemble des actions qui sont engagées, y compris en termes de production, de RH, de finance, doivent être en lien avec, doivent supporter la dimension business et développement. Et donc, effectivement, ça conduit aussi souvent à rebalayer les organigrammes et les priorités de recrutement pour dire, mais
on va mettre de l'énergie et nos ressources et on va les réaffecter sur le commerce, là où aujourd'hui on en a mis finalement un peu partout, mais le commerce devient le parent pauvre. C'est vraiment un constat qu'on fait très souvent dans les entreprises qui vont pas bien. Ce qu'on va également faire, c'est un peu en lien avec le point précédent, c'est d'essayer d'inculquer par beaucoup de petits leviers une culture du tous commerciaux, tous vendeurs. Ça va se voir dans l'exigence vis-à-vis des équipes, ça va se voir dans leur fiche de poste, dans leur fiche de mission, ça va se voir effectivement aussi dans les systèmes de rémunération. Et très souvent, on accompagne les clients à redéfinir la règle du variable collectif et sur laquelle qu'on va, comment dirais-je, qu'on va asseoir sur effectivement des logiques de réussite collective, de croissance, de développement, de nouveaux clients, etc. Et puis tout ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas une culture de la mesure, une culture des indicateurs, une culture de ROI. Pourquoi? Parce que dans beaucoup d'entreprises qui vont pas bien, finalement, on lance beaucoup de choses, mais on ne mesure pas ce que ça rapporte, on ne mesure pas quel est le sens, on ne mesure pas comment les clients le perçoivent. Et donc, il y a des vrais manques à ce niveau-là. Donc voilà ce qu'on essaye de faire en général, c'est effectivement de remettre le business au cœur de tout. On a également beaucoup de gains, et je vous parlais d'aspects culturels qu'on voit chez nos clients et sur lesquels on les accompagne. Il y en a, on en a, encore une fois, on en a peut-être une vingtaine ou une trentaine qu'on pourrait partager ce matin et qu'on voit sur le terrain. J'en ai choisi seulement 5 à partager avec vous qui marchent à tous les coups. Beaucoup d'entreprises qui vont pas bien sont noyées dans les meetings. Il y a des meetings partout, surtout avec tout le monde, c'est pas possible. Donc on les aide à réduire ces meetings, on les aide à réduire le contenu, à en faire moins souvent, à y avoir des contenus qui sont beaucoup plus orientés sur le business. On aide aussi, parce qu'on voit beaucoup d'entreprises, et ça, c'est un grand standard des boîtes qui vont pas bien, où il y a que des emails partout. Les gens se parlent plus, ils ne se parlent que par email. Et donc, on aide, on essaye en tout cas de mettre en place des règles sur le nombre d'emails, le nombre de destinataires, la densité des emails. Donc, c'est ce qu'on appelle des règles d'hygiène dans nos métiers qui permettent à l'entreprise de gagner en efficacité, de sortir d'une non-communication ou d'une mauvaise communication et effectivement de beaucoup gagner en efficacité. On va aussi très souvent challenger la direction de l'entreprise et le management sur le mode managérial. En fait, sous prétexte d'être dans une logique d'exigence et bienveillance, ce qui est très à la mode, exigence, bienveillance, on l'entend partout. Mais en réalité, c'est souvent du laisser-faire, du lâcher-prise et de la complaisance. Donc on va aussi souvent travailler sur ces aspects-là, quitte parfois à mettre en place, notamment avec nos amis de Demos, des formations dédiées au management qui permettent effectivement de remettre la balle au bout. Et puis, on va regarder l'entreprise, et ça, on le fait beaucoup. Alors, je n'aime pas du tout l'expression, mais elle est très connue, trouver du gras. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regarder dans l'entreprise, là où il y a des ressources qui sont pas mal, peu utilisées, et qui pourraient effectivement contribuer au projet de développement. Enfin, dernière chose, on va très souvent regarder dans toutes ces entreprises qui vont pas bien et qui fonctionnent beaucoup de façon très auto-centrée, on va regarder comment les aider à outsourcer, à flexibiliser une partie de ce qu'elles faisaient avant par elles-mêmes, qui peut être confiée à des gens qui sont à l'extérieur, qui vont apporter un vrai savoir-faire et une vraie expertise dans ces domaines-là et qui vont faire ça parfois beaucoup mieux. Donc voilà, il y a des gains immédiats, je n'en ai cité que quelques-uns, mais voilà quelques gains qui sont fondamentaux. Pour avancer, puisque je sais que le temps est limité et qu'en plus il y a apparemment pas mal de questions, on va avancer sur l'importance de la roadmap. On est dans le 6e item, il y en a plus que 2, ça va aller rapidement. La roadmap, elle est au cœur de la réussite du projet. Nous, on est vraiment chez Bérénice Conseil, on est des fervents partisans d'un plan d'action qui est pensé, construit, solide. C'est un effort qui est nécessaire et qui permet d'y voir plus clair sur le partage des missions, le timing, le budget, les résultats attendus, etc. Mais ça suppose 2 clés fondamentales: de définir un tableau de bord listant les principaux indicateurs, un tableau de bord le plus simple possible, et puis de s'inscrire dans une logique la plus itérative possible. Quand on définit un plan d'action, on définit une vision, un cap, là où on va amener l'entreprise, et on définit un point de départ. Et tout ça doit se séquencer dans le temps avec des points d'étape sur un mode itératif qui vont permettre tous les mois, tous les trimestres,
de remettre l'ouvrage sur le métier et de vérifier où on en est, étape par étape, grand moment par grand moment de ce déploiement de ce nouveau projet. En d'autres termes, c'est une véritable roadmap assise sur un plan d'action avec des échéances pendant lesquelles on revoit la mise en œuvre, on repasse en revue les prochaines actions à déployer dans le mois qui vient, le trimestre qui vient, et surtout, à l'occasion de chacune de ces échéances, on fait un retour aux équipes. Parce que avoir un plan d'action, c'est bien, mais le communiquer et embarquer les équipes, c'est le plus important. Il y a 6 règles simples pour faire un bon plan d'action, 6 règles simples. Se fixer des objectifs de timing, dire à quel moment on va faire les choses, qu'est-ce qui relève d'un quick win, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est du long terme. Catégoriser, c'est-à-dire dire qui s'occupe de quoi, on est dans quelle partie de l'entreprise. Définir des indicateurs les plus simples possibles. Je ne crois pas du tout aux roadmaps et aux plans d'action qui sont beaucoup trop denses et avec beaucoup trop d'informations parce que ça devient un chantier à part et à suivre, ça devient un cauchemar. Donc, ça ne fonctionne pas. Il faut définir des indicateurs qui sont les plus simples possibles. C'est vraiment la règle de base. Il faut aussi que le projet de l'entreprise, ce plan d'action, soit porté au plus haut niveau. Ça veut dire que c'est la direction générale qui le porte, qui communique, qui éclaire les équipes, qui anime les comités de direction, qui anime les comités de management. On les appelle comme on veut. Mais ça ne fonctionne que si c'est porté, véhiculé, communiqué dans l'exemplarité par la direction générale de l'entreprise. Avec un pilotage qui est organisé, avec un plan d'action, une roadmap, on en parlait, et puis un raisonnement en logique de ROI. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure, les indicateurs, c'est fondamental. Il faut savoir où on va, pourquoi on fait les choses et ce qu'on en attend comme type de retour. Pour terminer, tout ça n'existe pas sans accroître l'engagement des équipes. Ça veut dire que la partie émergée de tout cet iceberg dont on vient de parler, le positionnement, les fondamentaux du commerce, la roadmap, etc., tout ce qui est mis en œuvre, ça devient un fort projet pour l'entreprise. C'est vraiment fondamental de marquer les esprits avec un vrai et fort projet autour de la dynamique que vous initiez. L'objectif, c'est de cibler un impact positif, direct et rapide sur les équipes et de surtout, et notamment dans les entreprises qui ne vont pas bien, de lever au maximum les sentiments négatifs de doute, de peur, de défiance, d'iniquité, d'isolement, etc., et notamment de perte de sens. Donc, il faut un projet qui emmène les équipes, qui développe un sentiment positif et d'engagement, qui donne envie en interne et qui crée un sentiment de fierté. Je fais partie de telle entreprise qui est en train de bouger, ou à minima pour les, on va dire, les plus négatifs et les plus récalcitrants dans vos équipes, qui au moins amène de la curiosité. Et puis un projet qui focalise toute l'attention sur un même cap, dans une même direction, toutes les énergies, qui structure l'ensemble des attentes, des comportements, et qui, quelque part, quand on dit le client au centre, etc., tout ça, ça permet aussi de définir ce qui est acceptable et ce qui n'est pas en interne. Ça donne vraiment le cap. Et donc, ça donne des points de repère majeurs aux équipes et à leur management. Et donc, ça structure l'ensemble des actions. Un fort projet d'entreprise. Là, encore une fois, je survole le sujet. On n'a pas le choix vu le peu de temps qu'on a ce matin, mais rien que là-dessus, ça permet véritablement de tout de suite emmener tout le monde, emmener les équipes, porter la transformation et tout de suite créer de l'énergie très positive auprès des équipes. C'est vraiment fondamental. Donc, partager le projet avec les équipes, c'est 3 choses très simples. C'est donner du sens, c'est expliquer, d'où la communication régulière en lien avec la roadmap. Tous les mois, je m'engage en tant que dirigeant de l'entreprise à communiquer, à mobiliser des managers, à donner des points de repère, à être le plus concret et pragmatique possible. Ce projet, je lui donne un nom. Croissance 2023, rebond 2022, ce que vous voulez, n'importe quoi, y compris caricatural, c'est pas grave. Au moins, ça a une date de début et ça a une échéance. Donc, ce projet, il a une vie. C'est un projet d'entreprise qui emmène les équipes. Et puis, la communication ultra régulière avec tout le monde. Voilà.
Voilà, désolé, j'ai un peu accéléré le timing et aussi, vous l'avez vu, je suis désolé, le débit de parole. L'idée, c'était d'essayer de partager avec vous ces 7 grands items qui viennent du terrain et de la vraie vie, qu'on voit nous chez nos clients et qui permettent de réénergiser les activités et d'emmener les équipes autour d'un projet commun. On avait prévu une petite séance de questions-réponses. Je sais qu'il y en a eu plusieurs, donc je vais laisser la parole à Claudia et Jennifer pour peut-être partager les questions qui ont été posées. Alors oui, on a une première question. Combien de temps ça peut prendre pour dynamiser ses équipes et son entreprise? Alors, c'est vraiment une question super importante. Je crois que ça ne dépend pas seulement des consultants que nous sommes, ça dépend aussi très souvent de l'engagement de la direction et de sa capacité, de sa volonté à porter la transformation. Pour le dire autrement et répondre plus précisément à la question, ça peut prendre entre 3 mois et 1 an. La plupart du temps, ça prend jamais plus d'1 an. Enfin, oui, ça ne prend jamais plus d'1 an. Généralement, c'est entre 3 et 6 mois. Alors, ça peut sembler extrêmement court et extrêmement ambitieux. Encore une fois, ça dépend de l'implication de la direction qui va qui va amener son leadership, qui va être exemplaire, qui va communiquer, qui va emmener le projet auprès des équipes. Et puis, c'est aussi lié au fait que il n'y a pas de recette toute faite, mais quand on arrive dans une entreprise pour l'aider à se réénergiser, on arrive évidemment avec tout un panel d'expériences et de solutions qui fonctionnent. Donc, on va être capable très très vite d'identifier, on regarde du métier, de la situation de l'entreprise, ce qu'on peut mettre en place et qui va très très vite créer à nouveau de la croissance des activités et de l'énergie pour les équipes. Donc voilà, globalement 3 à 6 mois dans la plupart des cas. Alors, deuxième question, est-ce que toutes ces solutions peuvent s'appliquer à toute taille d'entreprise? Ces solutions s'appliquent. Alors, nous, on ne travaille pas avec des grands comptes, on travaille avec des filiales de grands comptes, donc plutôt avec des ETI ou des PME, des grosses PME. Hein, ça, ce sont nos clients et nos contacts habituels. On a en permanence une quinzaine, une vingtaine de projets en parallèle. Je pense que ces méthodes qui sont très ancrées dans la réalité, très pratico-pratiques, supposent qu'il y ait peu de freins internes, qu'il y ait des processus pas trop lourds, qu'il n'y ait pas trop de politique interne. Et donc, ça veut dire que ça s'applique plutôt à des entreprises de taille moyenne. Voilà. Et je connais très bien les grands comptes, je les affectionne, comme tout le monde, mais les grands comptes peuvent, dans un certain nombre de cas, avoir plus de lourdeur interne à mettre en œuvre le changement, qui par ailleurs sera peut-être plus complexe dans son approche stratégique. Donc, toutes les entreprises, oui, mais plutôt les petites et moyennes. Alors moi, j'ai une question. Quel est le point le plus sensible sur les 7 clés et pourquoi? Le point le plus sensible, c'est... Alors, on a parlé du positionnement, se repositionner, rechallenger après avoir fait un diagnostic. Finalement, c'est assez facile à faire. C'est juste se reposer les bonnes questions. Et globalement, tout ce qu'on fait là, nous, quand on accompagne des clients, c'est juste les aider à mettre le nez à la fenêtre. Donc, c'est important, mais ça n'est pas le plus sensible. On a parlé aussi des fondamentaux du commerce. Et là, globalement, on a plutôt l'adhésion de nos clients. Donc, on est sur quelque chose de fondamental, de très important, mais je ne veux pas dire que c'est le plus sensible. On n'a pas trop de résistance, on en a un peu, il y a toujours des personnes qui ne veulent pas changer leurs habitudes, il y a toujours effectivement des équipes, des commerciaux notamment, qui sont récalcitrants au changement, et c'est normal, c'est humain, c'est la vraie vie, mais globalement, on y arrive plutôt pas mal. Et puis, on est très aidé par le management commercial qui est souvent très moteur. Non, je pense que le plus challenging, le plus sensible, c'est de bien embarquer les équipes. Nous, on a vu plusieurs fois des clients qui sont venus nous chercher pour des projets, qu'on a aidé effectivement à rechallenger le positionnement, le modèle commercial, toute la déclinaison marketing, etc., etc.
mais qui ne portent pas le projet en interne, qui ne communiquent pas. Et donc, ça donne le sentiment aux équipes que ça fait pchit, que ça fait flop, que finalement, ça ne fonctionne pas, que tout ça, c'est du virtuel, c'est du conceptuel, mais que ça n'est pas porté au plus haut niveau. Donc, à mon avis, le plus sensible, c'est qu'un projet d'entreprise, quel qu'il soit, prenne corps, soit nommé en tant que projet. Nous, demain, voilà, nous, 2022, croissance 2025, ce qu'on veut, mais il faut que ça prenne véritablement la forme d'un fort, grand projet pour l'entreprise, que ce soit porté auprès des équipes, que ça structure l'action, que ça structure les moments de management, les moments d'échange, les moments d'interaction, toute la communication interne. Et ça suppose impérativement que la direction de l'entreprise se mouille, mette les mains dans le cambouis et porte au quotidien le projet auprès de tous. Parce que nous sommes des consultants, on arrive, on essaie de comprendre ce qui ne va pas, de trouver le plus vite possible les solutions à mettre en œuvre, de faire des recommandations, d'aider éventuellement nos clients à les mettre en œuvre. Mais ceux qui portent au quotidien dans la vraie vie, ce sont les dirigeants, les managers et ce sont les équipes. Donc, le plus sensible, pardon pour cette réponse très très longue, mais le plus sensible à mon avis, c'est de vraiment prendre bien soin de faire une excellente roadmap, un très bon plan d'action, très simple, très pratico-pratique, et tout ça, tout ce qui donne corps à un projet d'entreprise, de le partager, de le porter quotidiennement auprès de tous. Voilà le plus sensible, et voilà là où ça peut achoper. La meilleure stratégie, les meilleures options de rebond, la meilleure organisation commerciale, elle peut achoper, ou en tout cas, elle peut vraiment être extrêmement ralentie si le projet est mal porté par la direction et par le management. Alors, on a une question. Est-ce qu'il faut impérativement suivre les 7 clés dans l'ordre dans lequel tu les as présentées ? Alors d'abord, il y a des clés qui sont facultatives. Il y a par exemple, il y a une des clés que en fait, on aide beaucoup nos clients à mettre en place. Quand on découvre des pépites cachées, ce dont je vous parlais tout à l'heure, quand on fait le diagnostic, souvent ça amène à des leviers de croissance cachés, ce que j'évoquais en parlant des stratégies d'alliance, des stratégies de diversification, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme ça, mais finalement, pour le coup, c'est pas obligatoire. En revanche, pour l'essentiel des étapes, oui, il faut commencer par un diagnostic. Il faut questionner le positionnement pour savoir sur quel terrain on est en train de jouer et donc de quel produit on a besoin et donc de quel modèle commercial on a besoin. Et du coup, il faut être capable effectivement de restaurer les fondamentaux du commerce, d'aller sur le terrain, de segmenter le portefeuille et donc de faire des plans de compte et donc d'embarquer le reste de l'entreprise et tout ça de le structurer et le globaliser dans un grand projet. Donc, la réponse c'est oui, il y a quand même plutôt besoin d'aller dans l'ordre des 7 points que j'ai évoqués. La réalité quand même, Claudia, parce que c'est vraiment une question importante que pose cette personne à travers toi, la réalité c'est qu'il nous arrive très souvent de nos missions, au début de n'intervenir que sur une partie. Nous avons des clients que nous n'accompagnons que sur la refonte, la redynamisation de leur modèle commercial, et ça marche très bien. Donc, si on veut faire un travail exhaustif, oui, il faut tout prendre et à peu près dans l'ordre, mais on est capable de n'intervenir que sur telle ou telle partie. Alors, je pense que ce sera la dernière question. Quel est votre plus grand succès sur les transformations faites ? Alors, notre plus grand succès, ça a été... Alors, nous, on ne nomme absolument jamais nos clients. Sauf cas exceptionnel où on monte un événement avec le client. Donc, mais c'est vraiment très, parce que par définition, nos clients n'ont pas envie qu'on communique le fait qu'ils n'allaient pas bien à un moment. Et puis, le contenu de ce qu'on fait pour nos clients est ultra confidentiel. Et peut-être juste le contexte, tu vois ? Oui, le contexte, c'est une entreprise. C'est une entreprise d'électronique à l'échelle européenne. C'était une mission globale, ce qui est plutôt rare. On fait plutôt des missions en France, mais là, pour le coup, on a chaque année 3-4 missions qui sont hors frontières, qui avait une grosse perte de marché, grosse perte d'équipe, un turnover extrêmement élevé, une perte de points de repère, et ils ne savaient pas par quel bout le prendre. Et finalement, avec un peu de méthodo, en seulement 3 mois, on a mis sur pied tout un projet
Et ce qui est assez génial, et ce qu'on aime nous plutôt faire, c'est mettre en place des solutions que les clients sont capables de déployer par eux-mêmes. Après, on est capable de les guider, de les aider, de refaire des revues avec eux, de s'assurer qu'ils sont dans la bonne direction, de faire un peu de mentoring, on va dire la hotline, si je puis dire, mais on essaye de rendre nos clients les plus autonomes possibles. Et donc, dans cette mission-là, où il y avait beaucoup de difficultés à la fois économiques, RH, avec des causes qui étaient à la fois endogènes et exogènes, donc liées au marché et liées à la structure de l'entreprise, on a réussi à déployer en 3 mois toutes les solutions qui ont permis aux clients d'avoir un rebond dès le 4e mois. Et on a nous-mêmes été absolument bluffés de la vitesse à laquelle ça avait été. Mais il faut dire que le client avait mis beaucoup de moyens, pas tant de moyens économiques, parce que ce n'est pas le sujet, c'est quelques jours, donc ce n'est pas très cher, mais surtout des moyens humains pour porter le projet au plus haut niveau et véritablement, vraiment redynamiser l'entreprise et accompagner tout ça auprès de l'ensemble des équipes. Donc voilà, ça a été un de nos plus beaux succès. Mais en fait, ce n'est pas vraiment grâce à nous. C'est grâce au fait que le client nous a intégralement écoutés, qu'il a mis en place extrêmement vite 99% de ce qu'on lui avait conseillé et que du coup, on ne s'est pas trop trompé. Et du coup, il a pu renouer très, très vite avec de la croissance. Donc ça nous a fait super plaisir. Voilà, je crois qu'on est au bout puisque Claudia me fait des grands signes en me disant « Ah, on est pile poil à l'heure ». J'espère que ce webinaire vous aura intéressé. J'espère ne pas avoir passé trop en vitesse sur tellement de sujets, tellement importants. C'était évidemment un vernis très en surface sur chacune de ces clés qui permettent de redynamiser les entreprises et leurs équipes. Vous avez ici l'ensemble de mes coordonnées. Donc, vous allez les retrouver dans le webinaire. Vous pouvez faire une copie écran maintenant pour les avoir. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez complètement m'appeler, m'écrire pour en savoir plus sur telle ou telle partie. J'assure un service après-vente de ce webinaire avec plaisir. N'hésitez pas à m'interroger. Je vous répondrai avec joie. Et puis, vous pouvez aussi trouver sur notre site web, berenice-conseil.com, tous nos travaux, nos publications, nos livres blancs, nos méthodes. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre lettre d'information parce qu'il y a un article tous les mois sur tous ces sujets de dynamique, d'embarquement des équipes. Il y a beaucoup de sujets, voilà. Donc, un grand merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Vous pouvez retrouver toutes les formations de Demos qui vous permettent justement de redynamiser vos équipes, de redynamiser vos activités, de manager, de donner de l'envie, de savoir comment vous y prendre sur le site web de Demos. Et vous retrouvez beaucoup d'informations sur le site de Bérénice Conseil. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à Demos pour cette invitation. Et je vous dis, j'espère, à bientôt. Au revoir.